Salut tout le monde, bienvenue sur le Sideline. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Daphné Lorrain-Landry. Daphné Lorrain-Landry a un doctorat en psychologie et sciences et techniques des activités physiques et sportives. Elle est donc spécialisée en psychologie sportive. C'était très important pour nous de parler de psychologie sportive sur le Sideline parce que régulièrement, quand on annonce à des jeunes qui doivent cesser leur sport pour un certain temps, c'est vraiment une catastrophe. Ça bouleverse complètement leur écosystème. Alors, aujourd'hui, nous avons la chance d'en parler. Fait que si tu as besoin de trucs, tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle ou en fait, en ce moment, tu es en train de vivre le deuil de ton sport parce que tu prends ta retraite, c'est un podcast qui est fait pour toi. On essaie bien, de notre mieux, de donner des trucs aux jeunes athlètes qui passent des périodes difficiles parce qu'en fait, on a une bonne réhabilitation physique puis parfois le psychologique n'est pas vraiment pris en cause. Fait qu'on essaie de donner une voix justement à quelque chose qu'on parle un peu moins. Alors, bonne écoute! Salut, ici Karianne Driade, étudiante en médecine. Et Dr Marie Lénaud, orthopédiste spécialisée en médecine du sport pédiatrique. Bienvenue pour un nouvel épisode du Sideline, votre référence en médecine du sport. Alors que tu sois au repos ou à l'entraînement, bonne écoute! Bonjour Daphné, merci beaucoup d'être ici avec nous sur le Sideline aujourd'hui pour parler de psychologie sportive. Une question qu'on pose tout le temps à nos invités. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours pour commencer? Oui, j'ai un parcours d'athlète en ski acrobatique, ski de boss. De 12 à 18 ans, j'ai été athlète. Puis après, j'ai été entraîneur pendant 7 ans auprès des jeunes de 7 à 18 ans. Puis par la suite, j'ai voulu aller en psychologie parce que le développement sain, psychologique et émotionnel dans le sport m'intéressait vraiment beaucoup. Fait que j'ai rentré au bac en psycho, au doctorat à l'UQAM. Ma thèse a porté sur le développement de l'expertise en ski de boss. Donc, je regardais qu'est-ce que les athlètes font en dehors, en fait, de leur entraînement avec leur équipe, donc à la maison. Puis, j'avais une co-tutelle aussi là, en sciences du sport en France. Puis, je travaille comme psychologue spécialisée en sport et en santé mentale depuis 5 ans. Fait qu'est-ce qu'il y a quelque chose dans ton parcours d'athlète qui a fait en sorte, tu sais, un événement en particulier ou qui a fait en sorte que tu t'es dit, ah, ça serait vraiment intéressant de faire ça, de la psychologie sportive? Oui. Dans le fond, c'est surtout l'aspect d'anxiété de performance ou aussi anxiété de le sport, ça coûte cher. Fait que pour certaines familles, c'est comme un très gros investissement financier qui peut aller au-delà de leurs moyens, ce qui peut des fois créer une espèce de dynamique d'investissement, puis on veut que l'enfant performe pour rentabiliser tout l'investissement qu'on met. Fait que ça peut venir créer une détresse chez la personne, puis comme entraîneur aussi, c'était surtout, c'est ça, des comportements plus parentaux de... par exemple, si l'athlète descend et manque sa run et le jeune arrive en bas, est en détresse et, par exemple, le parent ne regarde pas l'enfant. Oh my God. Par exemple, par honte ou embarras. Fait que ça fait comme un double détresse. Fait que moi, ça venait me fâcher. Fait que je me suis dit, je vais aller, c'est ça, étudier là, pour comme sensibiliser à ce qu'on soit présent aussi pour l'humain dans l'athlète. Là. Wow, intéressant. Mais en fait, tu sais, comme dans cette vision-là, là, souvent, quand nous, mettons, dans une clinique d'orthopédie, on va traiter des blessures sportives, c'est des blessures aux articulations. Le petit vient pour une blessure à son genou, puis là, tout à coup, on dit, peut-être que ce serait une bonne idée d'aller voir un psychologue. Puis là, je pense que les jeunes ne comprennent pas trop pourquoi on irait voir un psychologue dans un contexte où on est blessé, on est en arrêt de sport, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le rôle d'un psychologue sportif, dans le fond, dans un contexte comme ça? C'est sûr que je peux comprendre. J'ai travaillé aussi en médecine du sport orthopédique pédiatrique. Fait que c'est sûr que, mettons, le jeune, il va venir voir le médecin, puis il vient pour son genou, puis là, on lui dit d'aller voir une personne pour sa tête. Fait que, des fois, sur le coup, ça fait peut-être pas de sens. Mais dans le fond, le psychologue sportif ou spécialisé en sport dans le contexte là, d'une blessure, une des premières choses qui est importante, c'est juste d'offrir un espace pour qu'il puisse parler de ce qui est arrivé.
Parce que, tu sais, le jeune, mettons, il va se blesser, il va crier, il va pleurer, ça ira pas bien. Il va à l'hôpital, il y a une prise en charge, mais on n'a pas pris en charge ce qu'il a vécu, mettons, intérieurement, émotionnellement. Fait qu'on peut permettre là, d'avoir un espace où ils peuvent vraiment, tu sais, raconter qu'est-ce qui s'est passé puis comment ils se sentent aujourd'hui. Des fois aussi, ça dépend du processus de prise en charge. Des fois, ils ont peut-être vu, je sais pas combien de physio ou de médecins avant, puis qui n'ont pas trouvé ce qu'il y avait, puis là, ils arrivent à vous, puis là, il y a le vrai diagnostic. Fait que dans le fond, le psy en médecine sportive, bien, c'est de valider l'expérience, d'adresser les peurs, les anxiétés. C'est sûr que ça dépend à quel moment là, on l'attrape dans le processus, c'est ça. Puis après, c'est ça, les interventions qu'on va dire plus de préparation mentale, bien, tu sais, c'est qu'est-ce que le jeune peut faire pendant qu'il va être arrêté, plus au niveau de la prep mentale. Là. Puis à quel point c'est... Mettons qu'un jeune, justement, il va voir l'ortho, il va voir le médecin du sport, puis là, il se blesse. À quel point c'est essentiel pour un jeune d'aller voir aussi le psychologue sportif, tu sais? Bien, c'est... Pour certains, ça peut devenir essentiel. Pour d'autres, juste une rencontre, c'est comme suffisant parce que ça a permis de comme vider le sac. Puis après, ils n'ont pas nécessairement comme besoin de revenir. Mais si c'est quelqu'un qui est souvent comme invalidé ou on ne porte pas d'importance à ses émotions, bien, ça peut devenir problématique à long terme. Fait que, des fois, ça peut arriver que les jeunes... c'est pas nécessairement le plus commun, mais le jeune a mal, puis il va dire au coach, mais le coach est comme « Ah non, mais c'est une excuse puisque tu veux pas faire l'exercice ou autre. » Fait que, tu sais, le jour où il va avoir vraiment mal ou, tu sais, il avait vraiment mal, bien là, il va-tu faire confiance à l'adulte pour aller y en parler? Fait que dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'il y a comme deux grandes catégories de rôles. Une catégorie qui est plus reliée comme au quotidien, à l'entraînement. C'est des comportements un peu toxiques autour de l'athlète, essayer de gérer ça. Puis l'autre, c'est vraiment quand il y a un événement en particulier, un événement traumatique qui va entraîner comme un changement dans la routine, si on veut. Changement traumatique dans le sens de blessure. Mais mettons une blessure vraiment ouais. aiguë qui entraîne un arrêt du sport pendant un certain temps. Fait que, tu sais, c'est comme deux choses un peu différentes, dans le fond. Oui. On peut peut-être commencer par le jeune qui se blesse. Oui. Puis après, on parlera plus du jeune qui est dans un environnement peut-être qui se met soit trop de pression, qui a de l'anxiété de performance, ou etc. Mais on peut parler de ça dans un deuxième temps. Le jeune qui se blesse, tantôt, tu as dit que dans le fond, il faut qu'il comprenne qu'est-ce qui s'est passé la journée qu'il s'est blessé. Tu sais, mettons la fois où on prend beaucoup d'exemples en ski, là, mais je pense que c'est un bon exemple. Tu sais, tu tombes dans une côte, c'est quand même impressionnant quand un skieur tombe. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du jeune à ce moment-là? Ben, ça va être de la douleur. C'est ça, ça dépend de l'histoire du jeune, mais ça va être de la douleur, ça va être des cris, possiblement de la panique, possiblement juste comme se demander, voyons, qu'est-ce qui se passe. Ça va dépendre. Fait que, mettons, si on prend un exemple en ski, fort probablement, il va y avoir une chute. Il va y avoir comme une modification du mouvement qui arrive au cours de la descente. Versus si je prends, mettons, une joueuse de soccer qui court sur le terrain, qui veut faire un mouvement de changement de direction, puis là, pouf! Il se passe de quoi? Il n'y a pas eu de chute, il n'y a pas eu de collision, rien. Fait que c'est comme des expériences. C'est deux exemples différents, mais malgré tout, je pense que l'athlète au soccer qui fait juste un changement de direction brusque et qui se blesse, ça reste quand même un événement traumatisant pour l'athlète. Ben, c'est ça va dépendre. Le niveau, mettons, de trauma va être différent d'une personne à l'autre. Mettons, dans l'exemple du soccer, ce qui peut arriver après, c'est que, dans le fond, il court tout le temps. Puis la plupart du temps, ils ne se sont pas blessés en courant. Fait que ça va être plus rendu au retour au sport que ça se peut qu'il y ait plus de peur parce que c'est un mouvement tellement automatique qui, tout à coup, est comme devenu dangereux. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que se blesser en faisant du sport, ça peut entraîner comme un stress post-traumatique? Ben, peut-être pas nécessairement au niveau comme de la définition là, du DSM, mais il y en a pour qui ça peut effectivement se rendre là. OK. Donc, c'est pas banal. Hein? Puis, non. Mettons que là, on a deux exemples de joueurs de soccer ou ski acrobatique. Tu sais, des fois, il y a des gens qui se blessent, qui passent par la tête clairement en douleur, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Il y a certaines personnes que eux nécessairement, n'auront pas vraiment besoin d'un psychologue sportif. Puis il y a d'autres personnes que là, probablement qu'il y en aurait besoin. C'est quoi les signes d'une personne que tu dis peut-être que ce serait profitable pour toi d'avoir juste un psychologue sportif? Ben, s'il y a beaucoup d'anxiété, s'il y a beaucoup de détresse émotionnelle, s'il y a un repli sur soi, s'il y a une humeur plus triste, plus dépressive.
Si le jeune semble être résilient dans la situation, il est bien supporté par ses parents, le voit quand même qu'il va être capable de faire face, c'est peut-être pas nécessairement nécessaire, mais après, ça peut aussi fluctuer au cours du temps. Parce que l'autre, mettons, version qui est pas des jeunes compétitifs, mais mon petit gars de genre 8-9 ans qui, dans la cour d'école, joue à courir, monter dans les modules, puis c'est là qu'il est avec ses amis, puis là, il se blesse, puis il peut plus aller à la récréation. Bien, ça aussi, ça a un impact sur ses amitiés, puis son humeur, mais ça va peut-être être comme plus après. C'est quoi le rôle des parents dans tout ça, dans ce processus-là? C'est un rôle essentiel. Parce qu'on avait reçu aussi sur le sideline Dr. Sophie Motard qui fait de l'oncologie orthopédique. Puis elle nous avait parlé que quand elle a un jeune patient à qui elle annonce une mauvaise nouvelle puis qu'il va y avoir une chirurgie, c'est pas tant le jeune qui semble stressé par ça, mais c'est plus ses parents. Puis c'est vraiment l'émotion du jeune va vraiment être en lien avec ce que les parents semblent dégager autour. Est-ce que c'est un petit peu la même chose quand on parle d'une blessure sportive, par exemple? Ça peut être la même chose, mais il est possible que comme ton jeune sportif, il va être beaucoup plus dans sa tête que OK, là, je suis blessé, je peux pas faire la compétition, je peux pas me qualifier là, est-ce que je vais garder ma place sur l'équipe? Est-ce que je vais perdre un financement? Est-ce que, tu sais, peut-être le jeune va être plus dans sa tête, peut-être plus ado là, que jeune enfant, mais oui, c'est sûr. Puis, tu sais, les deux sont importants dans le processus, puis ça se peut que ce soit des réactions qui peuvent être parce que je pense que c'est difficile, parce que souvent, on annonce une mauvaise nouvelle, et là, les deux parents, une mauvaise nouvelle comme il faut arrêter le sport pendant 1 an, par exemple. Les deux parents sont dans la salle, puis là, littéralement, tout le monde pleure. Papa, maman, l'enfant. Puis j'ai l'impression que les parents pleurent parce qu'ils sont tristes pour leur enfant, mais aussi j'ai l'impression que pour eux, toute leur organisation familiale, le rêve de leur enfant, c'est un petit peu leur rêve à eux aussi qui se met un petit peu en pause. Fait que je sais pas, ça fait comme une drôle d'ambiance, si on peut dire. Ouais, ça fait un boom, quoi, un petit peu, là, j'imagine. Puis je sais pas si pour les parents, puis c'est facile à dire, mais je pense pas que c'est très facile à faire, mais peut-être d'avoir je sais pas, là, d'essayer d'être là pour son enfant, puis de peut-être gérer ses émotions devant lui, puis... Ouais, c'est pas facile. Si eux-mêmes ont probablement leurs forces et leurs limites, là, peut-être dans la sphère plus émotionnelle. Fait que des fois, en médecine du sport, on a un travail social qui peut parfois aussi être là comme pour offrir un espace là, pour le parent, pour justement aller parler, parce que lui aussi va avoir ses craintes. Est-ce qu'il va être capable de revenir? Est-ce qu'il va... là, je vais exagérer, je pense à un ACL, mais est-ce qu'il va être capable de marcher après? Ou chaque parent va avoir comme sa ligne de futur qui se trace. Oui, puis on peut aller loin dans cette imagination. Oui, c'est ça. Puis pour revenir, mettons, là, on comprend les parents sont ultra impliqués, comme certains parents et d'autres parents, c'est sûr que... Ça dépend des structures familiales. familiales. De tout, là, c'est ça. Mais mettons qu'on se rend compte que peut-être que, mettons, moi, joueuse de soccer, j'ai peut-être que je pense que j'aurais besoin de ça, une psychologue sportive. À quoi que je peux m'attendre quand que je m'en vais à la rencontre d'une psychologue sportive, mettons? Oui. La première rencontre, c'est toujours une évaluation de la raison pourquoi est-ce que tu viens me voir. Fait que, à partir de ça, là, on va aller dans différentes trajectoires. Fait que, une des choses que je veux toujours savoir, c'est qu'est-ce qui fait que tu as choisi ton sport? Qu'est-ce que tu aimes dans ton sport? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que c'est aussi un outil de régulation de tes émotions? C'est quoi tes ambitions? Fait que, ça, souvent, on couvre ça là, dans la première rencontre. Mais après, l'orientation, ça va dépendre là, pour la raison pour laquelle ils viennent. Puis, mettons, ce serait quoi les red flags, mettons, à une première rencontre? C'est quoi qu'un jeune va te dire, puis que tu vas être comme, OK, ce jeune-là, ça va être difficile, on aura besoin de plusieurs rencontres, plusieurs thérapies, mettons. Je sais pas si vous en avez, là. C'est une bonne question. Oui, je le vois, c'est ça, avec le red flag, c'est plus c'est pas comme des red flags de dating, là, c'est plus comme des éléments qu'il faut qu'on aille vers. Tu sais,
C'est ça. S'il y aurait comme un trouble anxieux, s'il y a un trouble alimentaire, si... C'est quoi, mettons, juste pour bien vulgariser le tout, là, c'est quoi un trouble anxieux? Par exemple, si la personne, elle est vraiment, elle a de l'anxiété dans toutes ses sphères de vie, si, mettons, elle avait des obsessions, compulsions, si très, très, très préoccupée par le jugement, la perception des autres, des éléments comme ça, anxiété, mettons, en réhabilitation, le mouvement physio, d'aller de se reblesser, en fait. Ça peut être des éléments, là. Puis, je sais pas, mais moi, je trouve ça super intéressant, là. Tu sais, je me dis que moi, je suis un jeune, j'ai besoin d'une psychologue sportive, mais, mettons, est-ce que ça arrive souvent que des jeunes soient entêtés puis qu'ils viennent de reculons dans votre bureau parce qu'ils se disent ça va servir à rien, tu sais. Puis, c'est quoi votre argument pour dire, ben non, écoute, c'est probablement ça que tu as besoin, fait que viens me voir? Oui, c'est arrivé, mettons, dans ma pratique de médecine du sport, encore là, on vient pour un genou puis on se fait envoyer au psy, là. Ouais. Fait que, tu sais, ceux-là, des fois, sont comme, le médecin m'a demandé de venir, mais en fait, je sais pas vraiment pourquoi je suis là. Fait que, tu sais, on va juste comme ouvrir, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est tes préoccupations. Des fois, il y a comme quelque chose qui va sortir, mais si t'as quelqu'un qui veut pas être là, ça sert à rien, même si je sortirais une liste d'arguments. Ouais. Puis, en tant que psy, tu peux pas vraiment faire ça, là. Faut que la personne consente au service. Fait que, c'est ça, on peut pas essayer de les convaincre. Mais mettons, moi, quand je posais cette question-là, c'était plus, mettons, c'est quoi les types de thérapies que vous pouvez offrir à un jeune qui va permettre justement de l'aider? J'imagine qu'il y a plusieurs types de thérapies pour plusieurs types de jeunes aussi qui ont besoin de vous voir. Fait que je sais pas, peut-être parler un petit peu de ça pour quelqu'un qui se dise, OK, peut-être ça fonctionnerait pour moi. Bien, c'est sûr que d'emblée, ça va être plus, tu sais, dans tout ce qui est sportif, ça va être plus de la thérapie cognitivo-comportementale. Des fois, je vais mettre ça entre guillemets, on peut les avoir avec le fait que... Qu'est-ce que ça veut dire, ça, une thérapie? Oui, mais dans le fond, on va regarder comment les pensées sont reliées aux émotions, au comportement, puis aux ressentis physiologiques. Fait que, tu sais, par exemple, si on a... Dans le fond, on peut prendre comme un espèce de triangle. Fait que si on se dit je vais jamais être capable, on va ressentir du stress, puis on va se mettre à éviter, bien, on peut jouer sur un des coins du triangle pour aller agir. Fait que, tu sais, soit on peut venir essayer de challenger les pensées en se disant... en focalisant sur la tâche à faire et non ta perception de réussite ou d'échec ou d'être capable ou pas. On peut venir agir au niveau physiologique, par exemple, avec des exercices de respiration. Puis au comportement, on pourrait comme s'exposer graduellement pour essayer de faire en sorte que ça va être moins menaçant. Fait que, mettons ça au retour au sport, ça va être quelque chose qui va être une recommandation là, qu'on va faire là, de faire des mouvements plus faciles jusqu'à ceux qui te font plus peur. OK. Donc, pratico-pratique, il y a comme une portion qui est plus de la discussion, où on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe par la discussion. Ouais. Après, les exercices plus de respiration, tout ouais. ça. Puis l'autre, c'est peut-être plus conjointement au physiothérapeute, puis progresser. Oui, exactement. Dans une situation de blessure, ça serait ça. Puis là, on parle de TCC, de thérapie cognitivo-comportementale. Fait que je veux dire, TCC, je pense que ça va être plus rapide, là, mais... Oui, parce que c'est pas traumatisme chronique. Non, c'est ça. Oui. On parlait aussi des parents, comme des fois, justement, Dr. Noah m'en parlait, des fois, c'est quand même... C'est important. Puis justement, vous aussi, en début d'entrevue, de l'enregistrement, vous disiez que les parents, ils ont investi des fois de l'argent, même plus que leurs moyens. Eux, c'est quoi qui se passe avec eux? Est-ce qu'on fait un TCC? Est-ce que c'est juste une rencontre que vous avez avec eux? Comme c'est, mais en fait, juste avant la première rencontre, est-ce que c'est avec les parents ou c'est juste le jeune? Ça va varier comme d'un psy à l'autre, qu'est-ce qu'il préfère. De mon côté, à moi, je laisse ça libre. Fait que si le jeune veut que le parent soit là, il peut être là. S'il veut pas qu'il soit là, ça dépend de l'âge aussi, parce que les règles de confidentialité changent. Mais même à ça, je laisse le choix. Des fois, ils sont là au début. À un moment donné, on les kick out. Parce que le jeune, on sent qu'il y a comme un truc qui est plus privé, qui veulent dire pas devant les parents ou qui veulent parler des parents. Puis des fois, ils reviennent pour le petit wrap-up à la fin. Là. Fait que moi, je laisse ça quand même assez libre, mais je peux pas prendre en charge le jeune et ses parents. OK. Fait que c'est dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Mettons que mettons, vous voyez un jeune. Est-ce que des fois, ça arrive de dire, dans le fond, le problème, c'est pas toi, mais c'est tes parents puis ton coach. C'est quoi qui se passe dans ce cas-là? Le problème va être probablement la dynamique. Ouais. Dans le sens que comment ils interagissent, il y a peut-être une part plus grande
de l'adulte, entraîneur ou parent. À ce moment-là, tu sais, le parent, on peut faire une rencontre jeunes et parents pour parler de cette dynamique-là qui n'est pas aidante pour. Puis à l'entraîneur aussi, ça peut être... ça peut inclure l'entraîneur aussi. C'est ça, si le jeune accepte. Des fois, les jeunes sont réticents. Puis dans le cas où s'il y avait quelque chose vraiment de nuisible, à ce moment-là, pas nécessairement nuisible au point d'un signalement, mais à la DPJ, mais c'est quelque chose qui n'est pas aidant, mais qui frôle. À ce moment-là, on va recommander de contacter SportAide, qui est un organisme pour le sport sécuritaire. OK. Puis est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un jeune que finalement, il avait juste pas envie de faire ce sport-là, que c'est juste vraiment, il était poussé par ses parents ou par, je sais pas, la société ou peu importe par quoi, puis dans le fond, il avait même pas envie de faire ça? Des fois, ce qui arrive, c'est que le jeune commence son sport, puis c'est facile de tomber dans une loupe que tu fais juste continuer, puis ce qui arrive souvent, c'est que c'est ton identité. Fait que puis tes amis sont là aussi. Fait que c'est difficile là, de continuer, mais des fois, effectivement, il y a plus des... C'est pas le plus commun, mais des fois, effectivement, il y a des dynamiques... Qu'est-ce qu'un jeune peut se poser comme question pour savoir ça? Tu sais, dans le fond, il vient de se blesser, ça va pas bien, il est triste, etc. Mais on a dit que c'était un moment de faire le point un peu sur tout ce qui se passe dans sa vie. Quelle question il peut se poser pour savoir est-ce que je suis heureux encore dans mon sport? Souvent avec la blessure, dans le fond, ça cause un arrêt qui est un petit peu comme la COVID, ce qui fait que ça te permet de avoir une perspective, parce que sinon, tu as comme tout le temps le nez collé dans ton horaire, t'enchaînes tes entraînements, fait que là, tu as comme l'espèce de retrait. Fait que là, on va voir qu'est-ce qui se passe. T'sais, justement, est-ce que le jeune... veut pas les jeunes, mettons en sport-études, qui font beaucoup de sport, ils ont souvent une vie qui est un peu parallèle à ceux qui sont pas sportifs. Ils vont pas nécessairement au party. Il y a certaines expériences que les autres vivent, qu'eux vivent pas. Fait qu'il est possible des fois que, tu sais, là, ils prennent conscience de toutes ces choses-là qui, tu sais, dans le fond, je manque ça, je manque ci. Puis peut-être ça devient comme plus, j'ai envie d'aller explorer autre chose. Ou au contraire, mon sport, il me manque vraiment beaucoup. J'étais bien là-dedans, je me sentais mieux, je veux y retourner. Fait que, tu sais, il y a comme plein de choses qui peuvent se passer là. Mais, tu sais, ça peut être aussi tout simplement poser la question est-ce que tu es heureux quand tu es sur le terrain? Comme est-ce que j'ai envie d'aller explorer d'autres choses, faire d'autres activités, peut-être essayer de connaître des nouveaux amis, etc. Ouais. Puis des fois, dans le fond, la rehab, surtout d'un ACL qui est long c'est une opportunité aussi d'aller explorer autre chose. Ça veut pas dire que tu vas pas retourner à ton sport, mais tu sais, s'il y a des petits trucs que tu avais envie d'essayer qui respectent les restrictions du médecin, ben ça peut être une occasion pour le faire, là. Puis souvent, tu sais, quand il y a beaucoup de détresse, quand on leur annonce la nouvelle, tout ça, moi, une des choses là, que je recommande, c'est de rester quand même avec l'équipe, d'essayer de rester proche, puis rester proche des amis, tout ça. Est-ce que ça peut avoir... Je sais pas à quel point c'est une bonne recommandation, dans le sens que j'ai l'impression que leur mettre dans le visage tout le temps qu'ils peuvent pas participer versus les bienfaits d'être avec le réseau. C'est quoi ton opinion là-dessus? Pour moi, c'est du cas par cas. Fait que si tu préfères être impliqué, implique-toi. Si c'est trop souffrant, t'impliquer, fais tes affaires, fais ta rehab. Après, tu peux t'impliquer, puis en cours de route, vouloir plus t'impliquer. Tu peux ne pas t'impliquer au début, puis en cours de route, vouloir... t'impliquer. Des fois, ça arrivait que les jeunes ils étaient comme coach adjoint. Il y en a qui trouvaient comme un autre sens dans ça, mais c'est vraiment selon la personne. Ouais. Mais ça reste quand même une stratégie possible pour aider la situation. Oui, si pour eux, ils veulent vraiment rester impliqués. Là. OK. Justement, parlant de conseils que vous donnez, Dr. No, est-ce que vous avez des conseils à donner aux professionnels de la santé ou même aux parents, aux coachs, quand il y a l'annonce d'une blessure puis que ça va justement causer l'arrêt du sport? Être à l'écoute. C'est surtout être à l'écoute de ce qui se passe, puis de demander aux jeunes comment je peux être là pour toi à travers ça. Puis de le demander quand même une couple de fois, parce que les enjeux sont pas les mêmes au cours de la réhabilitation. Fait que, mettons, des fois, en général, il y a un certain moment dans la physio où, genre, ma motivation, c'est un petit peu plus difficile. Fait que, est-ce que c'est le parent d'aller voir le jeune, faire « Hey, ta physio, il y en a pour qui ça va comme
les énerver. Il y en a d'autres pour qui ça leur prend ça pour qu'ils le fassent. Fait que ça peut être là de déterminer, mais pour ça demande d'être à l'écoute et de demander. Être à l'écoute pour un orthopédiste, par exemple, on n'a vraiment pas beaucoup de temps. On essaie d'en prendre du temps, mais on en a beaucoup de patients à avoir dans une journée et tout ça. Parfois, c'est quasi impossible. Donc, oui, on essaie du mieux qu'on peut, mais à part, par exemple, donner une référence en psychologie qui est, comme on disait tantôt, plus ou moins bien acceptée. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on pourrait recommander aux jeunes et sa famille? Tu sais, de digérer la nouvelle, que normaliser que leur réaction est quand même normale, là, parce que c'est un changement de vie, c'est un changement sur le corps, c'est une opération, c'est un engagement d'1 an sur quelque chose qui est non choisi, dans un sens, là, qui vient avec la blessure. Ça peut être j'imagine que vous le faites, mais vous mettre à la hauteur du jeune. Des fois, il y a à l'intérieur du consentement, juste un toucher apaisant sur le bras. Si vous sentez que le jeune est consentant et réceptif, ça peut venir grounder. Ouais, de dire que je comprends que c'est peut-être la fin. T'as l'impression que c'est la fin du monde pour toi aujourd'hui, mais on est ensemble, puis on va monter la montagne, puis on va y arriver. Des fois, j'ai l'impression que le fait d'établir un plan de match, d'avoir un plan, savoir où on s'en va, tout ça, puis avoir comme une vision sur le futur, j'ai l'impression que ça aide aussi. Ouais. Il y en a que ça aide, il y en a que ça leur crée plus d'anxiété. Oui, parce que là, ils se disent faut que je sois. Non, mais c'est ça, on est tous des humains, hein. Fait qu'on a comme toutes nos particularités. Là. C'est pas nécessairement de plus le faire. Là. C'est aussi aux jeunes à vous le communiquer de ça m'aide, ça m'aide pas, ça me stresse pas. Il y a aussi ça qu'il faut que les jeunes ils communiquent là, comment ils se sentent puis qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est juste que des fois, quand on fait le timeline pour certains, s'ils sont pas rendus là, puis ils sont en retard, là, ça va leur causer du stress parce qu'ils sont pas sur le timeline, versus d'autres que ça les garde engagés. Parce que c'est vrai que, en tout cas, les adolescents, par expérience, leur réaction, c'est souvent, que ce soit garçon ou fille, ils pleurent, puis ils arrêtent de parler. Ouais. Littéralement. Après, là, qu'on a expliqué un peu ce qui va se passer, c'est pleurs, silence. Oui, parce que le monde est en train de s'écrouler, mais aussi comme à l'intérieur. Puis honnêtement, comme professionnelle de la santé, moi, ça me bouleverse à chaque fois. J'aimerais tellement pouvoir comme juste les prendre dans mes bras puis leur faire un câlin, mais en même temps. Fait que c'est ça. Donc, les écouter, leur dire qu'on comprend, en mettre un peu l'emphase sur le plan de match, qu'on va retourner au sport, c'est notre objectif, c'est pour ça qu'on fait ça. Est-ce que leur donner un peu l'ouverture, essayer de trouver des points positifs là-dedans, ça serait une bonne option aussi? Au moment comme d'annoncer le diagnostic et tout, c'est probablement ils seront pas comme ils sont dans leur tête là, fait que ça serait peut-être pas ça peut être positif, mais ça veut pas dire qu'ils vont comme l'entendre. C'est peut-être plus, tu sais, je sais pas si vous les revoyez, mettons, avant la chirurgie ou s'ils voient d'autres personnes, un physio ou autre. Oui, en fait, ils voient souvent un autre professionnel de la santé, un physio avant la chirurgie. Fait que ça peut être peut-être plus dans ce moment-là. Puis ça serait quoi, par exemple, les points positifs là, d'une blessure, d'un arrêt forcé? On en a parlé un peu tantôt, mais tu sais, plus concrètement, là, je suis en pause forcée parce que je me suis blessée. Moi, le point positif que souvent je leur donne, c'est que dans le fond, là, tu vas faire beaucoup de physio, fait que tu as une opportunité de travailler sur ton conditionnement physique, que tu n'as peut-être pas tout le temps assez de temps pour travailler sur certaines choses que tu aurais voulu travailler. Fait que là, tu peux prendre vraiment le temps là, de construire ton corps dans la manière que tu aimerais qu'il soit pour ton sport, là, parce que là, tu as le temps pour faire ça. Oui, ça, c'est vraiment un bon point, là, parce que souvent, ils sont tellement intenses sur travailler les aptitudes spécifiques à leur sport, puis ils vont délaisser d'autres choses plus fondamentales, qui peut-être à la base, c'est la raison pourquoi ils se sont blessés. Donc, c'est l'opportunité de se bâtir un corps fort et prévenir d'avoir d'autres blessures. L'autre chose que moi, j'aime leur dire, c'est d'aller développer des aptitudes
secrète, oui. comme la visualisation. Ouais. Donc, quand on parlait tantôt, mettons, on est en sport-études, puis là, on a un horaire de président, même à 15 ans, là. C'est le moment d'aller chercher des aptitudes que les autres n'ont pas nécessairement eues. Puis ça, est-ce que la visualisation, c'est quelque chose que vous faites un peu en psychologie sportive? Oui, mais c'est ça peut être, faire la visualisation, visionnement de vidéos, de soi, des autres. Par exemple, si on reprend du soccer, voir les matchs de soccer, ça te permet de voir des configurations sur le terrain. Tu peux l'utiliser et le visualiser. Jouer à la FIFA ou à l'intérieur des limites jouer aux jeux vidéo. Mettons ceux qui ont des jeux vidéo que, tu veux pas, t'as de la prise de décision, dans un sens, quand tu joues, là. Mais c'est ça, à l'intérieur des balises de la famille et des écrans. Il y a ces choses-là. Puis est-ce qu'on peut se visualiser comme soit en train de faire les mouvements, par exemple? C'est ça. Dans le fond, dans la visualisation, ça, on peut comme voir comme on voit. Ou on peut se voir comme si on était un spectateur. Fait que, mettons, dans les sports plus esthétiques, avec jugement, souvent, on se voit plus d'une perspective extérieure. Tandis que, parce que c'est quelque chose qui est critique dans l'élégance, le jugement de ce sport-là. Puis, mettons, quelque chose qui est comme football, soccer, ben là, faut que tu vois ce qui se passe sur le terrain. Fait qu'on va être plus dans une perspective de ses propres yeux, mais on a probablement tous une tendance qui va se mettre toute seule. Là. Puis, question, y a-tu de la science là-dessus? Tu sais, c'est vraiment une question, j'en ai aucune idée, mais ça existe-tu comme des projets de recherche là-dessus qui montrent des effets positifs à la visualisation? Bien, dans le fond, il y a comme 3 théories explicatives. Il y en a une qui dit que ça fait le même circuit neuronal que si tu faisais réellement le mouvement. Fait que ça l'entretient un petit peu comme un chemin en neige à force de marcher. Ben, tu sais, ça se tape, puis c'est plus facile. L'autre, c'est que dans le fond, ça amène ton attention sur les bonnes choses. Puis l'autre, c'est un modèle de réussite. Donc, tu deviens plus positif. Oui, ben c'est ça. Ça te montre là, comment bien faire les choses. Mais de l'autre côté, il y en a pour qui ils vont se visualiser puis ils vont se voir tomber. Puis, tu sais, toute leur anxiété va sortir là-dedans. Fait que soit on peut essayer de travailler à ce que ça soit plus ces images-là ou on va juste opter pour autre chose qui pourrait être, tu sais, prendre des objets puis tu visualises les objets qui vont pas tomber. OK. Ouais. C'est intéressant. Fait en gros, mettons que moi, je me retrouve dans le bureau à Dr. No à Sainte-Justine. Ouais. Là, je viens d'apprendre la nouvelle. Adolescente, je commence à pleurer. J'entends plus rien. Là, je sors du bureau. Là, les trucs que j'ai compris, c'est visualisation, si possible. Et après ça, c'est quoi vous aviez dit d'autre? Voir qu'on a un plan de match, là, que la vie n'est pas finie, qu'il y a quelque chose dans le futur. Puis développer d'autres skills que j'aurais pas eu le temps de développer. Est-ce qu'il y a d'autres choses, mettons, que j'ai pas les moyens d'aller voir une psychologue sportive, mais que vous pourriez donner à une personne, justement? Parce que j'imagine que c'est qu'on doit pas vous retrouver à tous les coins de rue. Là. Fait que, tu sais, mettons, moi que je suis une jeune, je sors du bureau de Dr. No, c'est quoi que je peux faire pour mettre toutes les chances de mon côté parce que j'aime mon sport puis je veux revenir le plus rapidement possible dans les meilleures conditions? Je dirais la première chose, absorbe ce qui se passe pour toi. C'est comme commence par absorber la nouvelle, donne-toi le temps, parce que tu veux pas non plus juste vivre puis comme l'enfermer à l'intérieur, puis finalement, tu t'exprimes pas tes peurs, t'exprimes pas ta colère. Tu sais, mettons que c'est une collision avec un autre joueur sur le terrain, puis le joueur a fait un mouvement illégal, puis, tu sais, fait que donne-toi le temps, d'absorber qu'est-ce que tu as vécu, que ce soit avec tes parents, ton coach. Ça veut dire d'en parler ou de pleurer? Pleurer, oui. Pleurer, en parler. Si tu veux aller crier à quelque part, va crier. Tu sais, de laisser sortir si tu veux dessiner, si tu veux écrire. OK. Puis là, un coup que là, tu l'as absorbé, la nouvelle, OK, bien là, après, on peut se remettre en place. C'est sûr que ça influence quand même l'expérience, le délai entre le diagnostic puis la chirurgie. Est-ce que ça prend du temps ou pas? Là, est-ce qu'ils sont arrêtés dès la nouvelle ou ils peuvent encore en faire jusqu'à la chirurgie? Mais
Mais oui, de voir qu'il y a des choses, ils peuvent encore agir. Puis, mettons, tu sais, souvent après les chirurgies, tu sais, comme la kinésiophobie, c'est quelque chose qui est quand même avoir peur de se reblesser. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire avant d'avoir la chirurgie, avant de retourner au jeu, psychologiquement, pour permettre que quand je retourne au jeu, je me sens en pleine capacité de bien performer, autant même plus qu'avant ma blessure? Dans le fond, souvent, les athlètes vont en avoir déjà fait de la physio en général dans leur vie. Mais un des trucs que j'ai remarqué, c'est que s'ils n'ont jamais fait de la physio, c'est aidant qu'ils soient initiés à la physio avant. Comme ça, ils vont savoir qu'est-ce qui les attend après en type d'exercice. Je m'excuse, j'ai perdu un bout de... Dans le fond, c'est, tu sais, souvent, après, c'est vrai que je pense que c'était une longue question, là, mais, tu sais, qu'est-ce que avant ma chirurgie, puis avant, si c'est une chirurgie, là, qu'est-ce que je peux avoir comme outil psychologique pour pas avoir peur de me reblesser quand je reviens au jeu, tu sais. Parce que c'est très psychologique. Moi, personnellement, j'ai eu un ACL, puis je me suis fait reconstruire, puis recommencer à courir, j'ai peur, tu sais, je suis quand même, t'imagines, je me le redéchire, fait que, tu sais, c'est quoi en pré-op que je peux avoir comme outil psychologique de me dire, là, on a parlé de la visualisation. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on peut faire pour justement comme diminuer cette peur-là, cette crainte-là? J'imagine que tu pouvais pas courir à ce moment-là quand tu pouvais-tu ou tu pouvais? Quand je me suis déchirée, je pouvais pas. Là, j'avais comme très mal. C'est ça, OK. Mais après ça, l'enflure part. Fait que là, j'ai continué à courir. J'ai pu que je pouvais courir un petit peu sur, je sentais un peu d'instabilité. Puis après ça, moi, c'est la chirurgie. Tu sais, après, j'ai vu une atrophie de ma jambe comme vraiment intense. Ouais, ça, c'est choquant. C'est fou, tu sais. Puis là, mettons, là, je suis en rehab. Puis là, tous les gens qui nous écoutent, là, j'espère que vous pouvez quand même relate à ce que je dis parce que je dis mon histoire, là, mais... Tu sais, c'est bizarre de se dire comme c'est un traumatisme puis c'est comme un développement neuromusculaire qui est juste plus là. Tu sais, comme ma jambe gauche, je suis pas capable de faire un squat à une jambe alors que, tu sais, ma jambe droite, c'est super facile. Tu sais, c'est tout le concept de comme ma jambe est plus pareille comme elle à droite. Fait que, est-ce qu'il y a quelque chose en pré-op que j'aurais pu me préparer plus mentalement à ce changement-là, genre, à part la visualisation? Ça peut être de leur en parler, tu sais, qu'est-ce qui va se passer. Ça peut être d'avoir des modèles, des témoignages, des gens qui ont partagé leur trajectoire, peut-être sur je pense à Lindsey Vonn, là, qui ont vécu ça. Sinon, c'est, tu sais, je pense que plus tu es en condition physique avant, mieux, plus ça aide aussi, là, la chirurgie, la réhabilitation. Mais c'est vraiment d'y aller, on va être avec toi, puis on va y aller à ton rythme, te challenger quand tu as besoin, puis tu vas être capable de courir après. Là, Mais c'est en fait une question un peu dans ce même sens-là. En ce moment, en musculo-squelettique, on est très intense sur la réadaptation physique. Donc, faire la physio, on a plein de critères de retour au sport pour l'aspect physique. Mais... Comme on a parlé au début, toute cette histoire-là commence avec un certain traumatisme, quand on se blesse, tout ça. Puis, dans toute cette période-là, qui parfois peut être 12 mois et plus, on ne fait jamais de réadaptation psychologique. On focus juste sur la réadaptation physique. Puis des fois, on a des athlètes qui sont à 12 mois post-blessure, ils sont super bons, ils passent tous leurs tests, mais on leur fait, par exemple, il existe des scores, là, comme le ACL, RSI, des questionnaires pour voir si mentalement ils sont prêts à retourner. Puis ils sont vraiment pas prêts mentalement, mais c'est comme si on avait quasi perdu 12 mois de réadaptation psychologique, parce que clairement, on a réussi la physique, mais si on n'est pas prêt psychologiquement, c'est pas non plus une bonne idée de retourner au sport trop vite. Non, parce que, tu sais, il pourrait se mettre plus à risque de blessure. Tu sais, jouer en défensif ou moins bien faire les mouvements, tout ça. Puis ça, c'est prouvé que si psychologiquement, on n'est pas prêt, puis on retourne quand même au sport, même si le corps est prêt, si la tête n'est pas prête, on a plus de risque de se reblesser aussi. Mais parce que, tu sais, le problème, dans notre société, on a accès à la physio peut-être plus facilement, mais l'accès à la psychologie sportive, juste d'un point de vue société, on dirait que c'est moins bien vu. T'sais, les jeunes le voient comme je vais faire traiter ma tête, ou tu sais, c'est comme juste la pression sociale est moins envers ça. Ensuite, il y a l'aspect accès, parce que vous n'êtes pas tant que ça, des psychologues sportifs disponibles. Non, des psy en général, mais sportifs, même en général, comme déclaré sportif, on doit être
5-6 au Québec. C'est ça. OK. Puis dernière chose, c'est le côté financier, parce que c'est tous des traitements, des services qui sont dans le privé. Fait que c'est quand même 3 facteurs importants qui font en sorte que l'accès à cette portion de réadaptation-là est peut-être moins présente. Comme dans tout le système de santé en général. Exact, mais tout ça, c'est quand même triste, mais c'est quelque chose c'est quelque chose qui pourrait être fait dans ce processus-là. Si vraiment une famille comprend que c'est important, mais n'a absolument pas les moyens, a fait les démarches, trouve pas de psychologue, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait dans cette période-là pour essayer quand même de le travailler? Oui. Bien, il y a différents éléments. Fait que, dans le fond, dans le milieu de la psychologie du sport, tu as 2 types d'intervenants. Fait que tu as des psychologues cliniciens spécialisés en sport, puis tu as des consultants en préparation mentale, performance mentale. Donc, ils n'ont pas les mêmes droits au niveau des interventions. Mais il y a des prep mentales qui peuvent aider aussi. Là. Fait que, mettons, eux, ils peuvent... Des fois, il y a des équipes qui ont un prep mental avec eux. Fait ils peuvent aller sur le terrain avec le jeune, puis observer, puis regarder qu'est-ce qui se passe, puis c'est à quel moment exactement où là, l'espèce de blocage il se présente, par exemple. Fait que, il y a ces intervenants. Ça, il y en a plus des préparateurs mentaux, c'est plus facile à trouver, par exemple? Ben, c'est que des fois, ils sont déjà dans les structures sportives. Il n'y en a pas beaucoup, mais il peut en avoir. L'autre aspect, c'est que dans le fond, si tu es un athlète identifié, espoir, relève, élite ou excellence, tu as accès à des services des centres régionaux. Dans les centres régionaux, ils ont des prep mentales. OK. Fait que mais ça, il faut être athlète identifié. Sinon, ben c'est ça, c'est si tu es j'imagine que tu es à l'école, là, pour la clientèle pédiatrique, tu as peut-être un psychologue à ton école. Pourquoi pas aller voir ton psychologue à l'école si tu as la possibilité de juste aller parler de cette anxiété-là? C'est peut-être pas nécessairement quelqu'un qui est en sport, mais il comprend quand même la structure de ça. Fait que... Puis est-ce qu'il y aurait une recommandation qu'on pourrait donner aux psychologues qui font plus de la psychologie générale ou qui travaillent dans les écoles sur des trucs pour aider les jeunes athlètes? Parce que je peux imaginer qu'un psychologue comme... un physiothérapeute qui traite toujours des personnes âgées va voir un jeune athlète puis va dire « mais t'es parfait », mais c'est parce que son référencement n'est pas à bonne place. Mais c'est un peu la même chose. Tu sais, un psychologue dans une école, c'est habitué de traiter des cas sévères de TDAH, mais peut-être que l'athlète qui va venir va se dire « est-ce qu'il y aurait des trucs pour ces psychologues-là, peut-être plus généraux ou... Oui, bien c'est vraiment comprendre c'est quoi le sport pour cette personne-là, qu'est-ce que ça représente, puis c'est quoi les mouvements qui font peur, en fait. Est-ce que c'est une peur de te reblesser? Est-ce que c'est que finalement ton sport est rendu dangereux? Est-ce que c'est l'imprévisibilité de la blessure, par exemple? Parce que des fois, les jeunes qui se sont pas vraiment blessés avant, ils font leur sport, tout est beau, on a l'impression peut-être qu'on est un peu invincible, puis là, paf! Il y a une blessure qui arrive, puis là, tout ce que mes croyances ont comme été challengées, là, finalement, il y a quand même un peu de danger dans mon sport. Fait que, tu sais, est-ce que c'est de venir travailler ces choses-là? Puis, dans le fond, plus dans le temps, mais ce qui faisait la différence entre un psy pour la population générale versus sport, c'est que des fois, ils comprenaient pas à quel point le sport est d'une importance. Fait que, mettons, mais là, si t'as aussi autant d'anxiété ou de stress, ben lâche le sport. Tu sais, tu peux pas dire ça à l'école parce que légalement, t'as le droit. Mais tu dois aller à l'école. Fait que des fois, il y avait des... Mais tu sais, la personne à qui tu dis ça, il est comme... Non, mais la personne n'a pas compris. Là. Non, c'est ça. Fait qu'il y a comme... Il y a l'aspect que tu sais, vital, des fois, dans un sens, pour le jeune. Fait que c'est ça, là. Puis c'est quoi aussi... Tu sais, peut-être qu'intérieurement, il sent qu'il veut plus faire son sport. Mais de le dire à voix haute, puis de le dire à tout le monde, c'est une autre histoire. Ouais. C'est peut-être ça, le l'aider blocage. à faire ça, oui, je comprends. Fait qu'essayer de vraiment voir le sport, ça représente quoi, puis de l'aider à cheminer là-dedans. Est-ce que, encore une fois, dans cette même idée-là là, de réadaptation psychologique, est-ce que le fait, par exemple, de faire ces exercices de physio sur le terrain, par exemple, ça peut être une piste de solution plutôt que de le faire tout le temps dans son salon? Tu sais, le fait d'être dans le contexte puis de voir qu'on est capable de faire des mouvements dans l'environnement où on s'est blessé, est-ce que ça serait comme quelque chose qui pourrait être fait? Oui, surtout si l'équipe est là. Parce que le côté social va aider, puis ça va rembarquer le sentiment d'appartenance, parce que, mettons, les autres font du conditionnement physique ou des exercices peut-être quand même similaires. Ouais. Puis là, on est avec l'équipe. Fait que oui, puis c'est déjà dans l'horaire. Mettons, si c'est l'équipe de l'école, ben, tu sais,
ça crée une plage horaire pour le faire versus à la maison où là, c'est plus difficile. Donc, on s'assure de faire nos exercices de physio en même temps. Ça peut aider, là, parce que c'est ça structure, tandis qu'à ça crée une contrainte. Tandis qu'à la maison, il faut que tu te crées une contrainte pour arriver à le faire. Là. Fait que des fois, c'est un petit peu plus ardu. Oui. Mais je pense que ça fait quand même un bon tour pour le volet plus tes blessures aiguës, puis cheminement à travers ça jusqu'au retour au sport. On a parlé aussi un peu d'être prêt à retourner au sport mentalement aussi. Si on parle maintenant, mais je sais pas, Karianne, t'avais-tu d'autres questions sur ça? Oui, mais moi, j'aimerais juste faire un résumé pour être... Parce que là, on a parlé de beaucoup de choses, mais en gros, mettons que moi, je suis une jeune, je sors du bureau à Dr. No, j'apprends là, X blessures, puis là, je suis comme, bon, qu'il faudrait que j'ai un arrêt du sport. Ben en fait, de me mettre en contact avec des gens qui ont vécu ma blessure, qu'eux sont retournés au sport, puis que ça s'est bien passé. Peut-être faire mes exercices de physio là-bas si ça me fait pas trop de peine d'avoir mon équipe sans moi. De visualiser, ça pourrait m'aider. Puis d'en parler beaucoup à mes parents. Comme, en fait, première affaire, c'est de vivre ton sentiment, puis de pas refouler le tout. Puis après ça, tu sais, d'en parler. Puis si, c'est sûr qu'il y a des psychologues sportifs, il n'y en a pas à chaque coin de rue, mais peut-être psychologue de l'école, si je suis un espoir élite, de voir qu'est-ce qui est accessible pour moi, tu sais, dans ma région, quoi que ce soit. Puis de se dire que c'est pas la fin du monde, puis qu'on peut aussi développer d'autres skills que tu n'aurais pas eu le temps de développer si tu n'avais pas eu le temps de te blesser. Fait que ça va encore même dans la visualisation, puis d'être positif, dans le fond, tu sais, de se dire comme, il y a d'autres trucs qui s'apportent à moi. Mais j'imagine que c'est un cheminement aussi, là. Il faut laisser le temps de vivre le deuil de 1 an de pas pratiquer son sport. C'est ça, c'est pas la fin du monde, mais tu le ressens comme la fin du monde. Mais ça sera pas la fin du monde. Mais c'est correct que tu le ressentes comme la fin du monde maintenant. Puis moi, ça n'a pas rapport, là, mais tu sais, c'est comme, c'est niaiseux, là, mais là, on parle à des adolescents qui ont peut-être pas vécu leur première peine d'amour, là, mais tu sais, quand tu vis la première peine d'amour, tu dis, ça, tu vas survivre, ça va être correct, puis tu dis non, c'est la fin du monde. Mais je pense de dire aux jeunes, comme moi, l'ayant vécu, comme me blesser, puis de continuer à faire mon sport pareil, j'ai survécu, puis tu sais, tu vas pas mourir, là. Comme, puis je sais que c'est difficile à croire, je sais, mais comme pour l'avoir vécu, tu sais, parler à des gens que ça s'est passé, c'est comme, tu vas survivre ça, tu sais. Puis je pense que c'est aussi essentiel de s'en rappeler, comme, c'est un moment que tu peux être positif et que tu peux, comme, tu peux développer d'autres skills et tout, tu sais. Fait que, en tout cas, moi, je pense que c'est mon point. Mais on l'a vu aussi beaucoup souvent avec d'autres invités qu'on a eu qui étaient athlètes, justement, plus accomplis, puis la plupart, là, leur chemin, là, c'était pas comme de A à B. Là, ils sont passés par plein de différents détours. Puis une blessure, c'est un détour. Mais la plupart des athlètes qu'on a reçus nous ont dit, mais dans le fond, quand j'ai eu cette blessure-là, ça m'a permis de... Puis là, ils ont finalement, c'est juste du positif qui ressort de leur blessure en général. Donc, à la fin, c'est ça qu'il faut rester. Il faut rester positif, même si c'est pas facile, mais d'essayer dans notre cheminement, d'aller trouver le positif là-dedans. Même si c'est difficile d'y croire, de penser qu'il y a une suite à ça. Fait que je pense que là, on a fait le tour. J'ajouterais juste un petit peu. Mais tu sais, c'est la blessure aussi, ce qui est important de regarder, c'est que c'est le timing, à quel moment dans la saison ça arrive, c'est quoi les implications. Tu sais, des fois, les jeunes en sport études, ils veulent se qualifier pour aller étudier aux États-Unis, puis là, ils vont peut-être manquer la sélection, là. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui est à prendre en compte, là, le timing, puis il faut l'adresser aussi, là, de comme, c'est quoi les alternatives, est-ce que tu peux refaire une qualif l'année prochaine, est-ce qu'il y a des closes blessures, est-ce que ça aussi, il faut le prendre oui, ça, c'est un bon point. C'est un bon point aussi, puis il y a je pense que c'est à discuter avec son professionnel de la santé, parce que des fois, nous, on peut aussi ajuster les choses, il y a certaines blessures que je peux dire, ben il faut opérer, puis si on parle pas de ça, mais le jeune va pas savoir que dans le fond, oui, il faut opérer, mais si tu as quelque chose d'important dans 2 mois, ben peut-être qu'on peut trouver une solution pour te faire participer. D'un autre point de vue, si c'est pas possible ou si tu risques de faire plus de dommages à ton articulation, tout ça, ça se peut qu'on te donne pas le droit de ça, mais en même temps, ben on va pouvoir adresser s'il y a des solutions potentielles. Oui. Puis peut-être un dernier petit truc aussi. Dans le fond, avec la blessure puis l'arrêt du sport, une des choses peut-être qui peut être pertinent pour les médecins, c'est de questionner s'il y a des préoccupations par rapport au poids et à l'apparence physique. Parce que là, vu que leur activité physique va être réduite, ça se peut qu'il y en a qui a des craintes de prise de poids.
Fait qu'il y a peut-être des choses qui peuvent aussi s'installer là, pendant la rehab. Fait que c'est quand même quelque chose... Ben, il faut... manger est essentiel à la guérison. Fait que c'est peut-être quelque chose aussi à... Juste... à aller questionner un petit peu. Ouais, tu sais, est-ce que le fait de pas faire de sport pendant... de pas faire de sport autant que tu en faisais, ça te préoccupe par rapport là, à ton poids, ton apparence ou ton alimentation. Probablement que même les physiothérapeutes, c'est eux qui voient beaucoup les athlètes. C'est le genre de petites questions de dépistage qui pourraient venir d'eux aussi. Là. Ouais. Veux pas, on met presque on met toute la réadaptation sur leurs épaules. Oui. ouais, puis ils sont essentiels dans ça parce qu'ils vont recevoir beaucoup parce qu'ils veulent pas, il y a un abandon de soi. Tu sais, il faut relâcher le corps. Fait qu'il y a comme un abandon dans leurs bras. C'est souvent eux qui deviennent, tu sais, la personne que l'athlète voit le plus souvent, puis ils font confiance, etc. C'est ça. Fait que ça, c'est bon. Je pense qu'on peut parler un petit peu de l'athlète qui vit du stress plus dans le cadre de sa pratique sportive régulière. Ça serait quoi les raisons de consulter un psychologue sportif chez un athlète qui n'a pas eu de blessure en particulier, qui vit quelque chose là, dans son sport? Bien, souvent, ils vont aller consulter parce qu'il y a quelque chose qui nuit à leur performance, puis ils veulent performer. Fait qu'ils veulent savoir comment gérer l'obstacle à leur performance. Fait que, mettons, si c'est le stress, ben à ce moment-là, il faut regarder qu'est-ce qui se passe en eux, qu'est-ce qui est stressant. Puis à ce moment-là, on va pouvoir faire des interventions par rapport à ça, là. Puis ça, est-ce que l'anxiété ou le stress peut vraiment diminuer la performance ou c'est bon? Tu sais, des fois, on dit le stress, c'est bon, puis ça nous met sur l'adrénaline, puis on performe mieux. Bien, dans le fond, le stress, c'est selon, dans le fond, comment tu vas percevoir la situation. Fait que si, mettons, tu la vois comme un challenge, là, on pourrait dire que le stress, il est bénéfique. Mais si tu vois la situation comme une menace ou la possibilité de perdre quelque chose, bien là, ça va être plus nuisible, par exemple. C'est à quel moment qu'un jeune qui fait un sport va justement percevoir ça? Dans le sens que quand un jeune commence le sport, normalement, il va s'entraîner, il va faire son activité parce qu'il aime ça, parce qu'il a du plaisir à faire ça. Ouais. C'est à quel moment que ça devient comme pas sain, les issues de son sport, ou qu'il y a des gains secondaires à faire du sport, puis qu'on n'est plus juste dans le plaisir? Ouais. Comment le jeune sait qu'il est rendu là, par exemple? Des fois, l'entourage le sait avant que le jeune le sache. Mais tu sais, mettons, s'ils sont justement plus heureux dans leur sport, ils se fâchent, ils reviennent à la maison, ils pleurent, ils n'ont plus envie d'y aller. Ça peut être des indicateurs qu'il y a quelque chose qui se passe. S'ils se mettent à vomir avant les compétitions, par exemple. Fait que ça serait pas normal de vomir avant un gros match ou... On avait une athlète qui me disait... Oui, une joueuse de hockey. C'était juste comme... Ben moi, des fois, ça se peut que je vomissais. Mais je pense que c'était pas maladif. C'était juste comme comment c'était son stress. Que gérait son stress. Mais je sais pas. C'est comme si dans le fond, tu l'évacues parce que tu le vomis. C'est comme, mettons, métaphorique, symboliquement. Là. Je pourrais pas parler pour elle. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Ouais. Ouais, mais s'ils vomissent à chaque fois, ben là, ils perdent de l'énergie. C'est énergivore aussi vomir, par exemple. T'as aussi la contraction du visage. Là. En général, après avoir vomi, on se sent pas top shape. Non, fait que c'est juste que c'est ça. Se reposer en question, là. C'est ça. Fait que si, encore là, c'est est-ce que la personne voit ça comme problématique ou pas? Il y a toujours cette question-là, là, mais ça peut être comme des indicateurs. Là. Puis le fait d'être mentalement pas à 100%, ou justement s'il y a d'autres choses qui nous tracassent dans notre sport, est-ce que c'est prouvé qu'on augmente le risque de se blesser? T'sais, est-ce qu'on est moins comme alerte ou est-ce qu'il y a de la science un peu là-dessus? Ou? Bien, j'ai pas nécessairement lu des articles sur ça. Ça veut pas dire qu'il en existe pas, mais effectivement, si t'es dans ta tête, fait qu'il y a une image que j'aime bien, c'est que dans le fond, quand t'es dans le moment présent, mettons, ça c'est ta tête puis ça c'est ton corps. Fait que les deux, ils fonctionnent ensemble. Mais si t'es préoccupé par le futur, bien là, ta tête est là, si tu penses à, OK, si on gagne, si on perd, il arrive quoi, blablabla. Ou qu'est-ce que papa et maman vont dire, ou je veux pas savoir le coach. Fait qu'ils sont pas ensemble. Le corps, il est comme tout seul dans le présent. Puis si tu penses à,
OK, mais là, la dernière fois qu'on était sur ce terrain-là, on a perdu, j'arrive jamais à performer là. Qu'est-ce qui arrive? Ben, encore là, on est séparés. Fait qu'on peut dire que la communication est plus optimale quand la tête et le corps sont au même endroit, qui serait dans le présent. Fait que, tu sais, mettons encore dans une situation de soccer, il y a des joueurs partout, il y a plein de choses qui se passent. Faut être présent. Mm-hmm. Puis comment qu'on peut se donner des outils justement pour avoir la tête qui est présente, qui est là, genre on dirait que ça semble facile, OK, mais faut que ma tête soit présente, faut que moi j'ai une idée. Est-ce que vous avez vu le film Inside Out 2? Il faut toujours le regarder. Inside Out, Le 2, c'est exactement ça. Ouais. C'est quand elle joue au hockey, puis ça illustre comme quand même vraiment bien cette pour les gens qui n'ont pas écouté, il faut l'écouter. N'importe qui, il faut écouter Inside Out 2. Les parents aussi, les entraîneurs, tout le monde. C'est un très bon film. Ouais, fait que, tu sais, dans le fond, ce qu'on veut aller faire vraiment, c'est te focaliser sur la tâche. Là. Fait que j'imagine même vous, quand vous faites des chirurgies, c'est plus agréable quand votre tête et votre corps sont à la même place que si vous êtes préoccupé par autre chose. Là, c'est que ça, OK, fait que les étapes qu'on fait, c'est quoi? Sur quoi on se concentre dans le moment présent, sur la tâche. Fait que, tu sais, mettons, tu vas faire un plongeon, tu pars sur le tremplin, tu sais, c'est quoi les mouvements de bras, OK, au bout. Fait que, tu sais, mettons, c'est du sport, ça se peut qu'on va faire comme des mouvements, là. Fait que, tu sais, OK, on va chercher l'extension, on fait ça, puis, tu sais, fait que vraiment, on se focalise sur ça, là. On pense pas à l'après, on pense pas à l'avant, c'est juste là, ta job, c'est quoi? C'est le moment présent, avoir du fun, s'amuser. Ouais. La pleine conscience aussi, c'est comme la méditation pleine conscience, j'imagine, si ça doit vraiment être... C'est quoi la pleine conscience, hein? Ben, c'est d'être dans le fond en connexion avec ton corps, le moment présent, ta respiration, fait que c'est ça, c'est d'être là, ici et maintenant. Juste pour que ce soit clair, là, on a dit un préparateur mental, ça va vraiment être tout ce qui est axé sur le terrain, puis justement, probablement peur de se reblesser, un préparateur mental pourrait nous épauler par rapport à ça. Mais le psychologue sportif, lui, comparé à un préparateur mental, c'est quoi qu'il va faire? Ben, dans le fond, je vais vous expliquer comme les deux. Fait que le préparateur mental, il est vraiment là pour aider au niveau des habiletés mentales reliées au sport. Fait que, tu sais, mettons, dans la peur de se reblesser, ben, il va l'aider à gérer la distraction de la peur de se blesser en se concentrant sur des aspects là, vraiment concrets sur le terrain puis la tâche. Puis, tu sais, le psy peut faire cette intervention-là, mais ça va être avec une couleur qui va être différente. Puis, fait que dans le fond, moi, des fois, un peu comment je l'explique, c'est que c'est comme un iceberg. Fait que, tu sais, comme ce qu'on voit plus facilement, qui est plus facilement verbalisé. Tu sais, le prep mental, en général, il peut venir aider avec ça. Puis, le psy, il va aller en dessous. Tu sais, ta peur de reblesser, c'est quoi qui te fait peur? Est-ce que c'est la douleur? Non, c'est le rehab. Puis, de pas être là pendant comme 1 an. Fait que, tu sais, on va en parler de cet aspect-là. Puis, le psychologue prend l'athlète dans son ensemble, pas juste son côté sportif, dans le fond. C'est ça, dans l'ensemble aussi. Un autre métaphore, des fois, qui aide, c'est que, dans le fond, le prep mental, c'est un peu comme le coach de conditionnement physique. Fait que, ils vont faire de l'optimisation. Puis le psy est un petit peu plus comme le physio, où là, il va aller là, plus aider avec des problématiques spécifiques là, ou blessures, là, si on peut dire, de cette façon-là. Puis c'est ça, le psy peut aussi aider d'autres éléments. Fait que, mettons, c'est la relation amoureuse, la dynamique familiale encore là, à l'intérieur là, du psy, son approche et tout, là. Puis disons, mettons, là, parce que je trouve ça ultra intéressant, là, tout ça, fait que, mettons, tant qu'à vous avoir, j'ai une question. Oui, vas-y, lâche-toi là. Tu sais, mettons, il y a plusieurs types d'orientation. Là, on a parlé de la thérapie cognitivo-comportementale, mais aussi l'orientation existentielle, humaniste, orientation psychodynamique, analytique. Je sais pas si, mettons, vous avez une certaine, peut-être des résumés un petit peu, c'est quoi les différents types. Puis j'imagine que c'est ça aussi qui fait la différence entre un psychologue sportif puis un préparateur mental, parce que vous avez tu ne veux pas ces outils-là que vous avez eus pendant vos nombreuses années d'études. Là. Fait que c'est quoi, mettons, tout ça, puis c'est ça, dans le fond, c'est... Ouais. Bien, mettons, si on prend l'approche humaniste, ça, c'est plus une approche qui est utilisée avec les adultes parce qu'il n'y a pas de modèle développemental chez les enfants. Fait que ça va être plus ou moins là, utilisé auprès de la population pédiatrique. Fait que ça va être vraiment plus...
Ça, c'est pas mon approche. Mais c'est ça, mais vous pouvez parler de votre approche aussi, mais c'est plus TCC dans le fond. Mais c'est TCC puis systémique aussi. Systémique, ça veut dire que, tu sais, dans le fond, on a la personne au centre puis il y a les différents systèmes. Fait que, tu sais, il va y avoir autour comme la famille, par exemple, parents, fratrie. Donc, encore là, si on a une blessure, puis moi et mon frère, on fait le même sport. Mon frère continue, moi, je continue pas. Fait que, tu sais, il y a peut-être des petites choses qui vont se passer de ce côté-là. Après ça, on va prendre un petit peu plus large, qui est, par exemple, l'école, l'entraîneur, l'équipe. Fait que, dans le fond, quand je vois la personne, je considère tout ça. Puis, tu sais, encore plus loin, ben il y a comme les règles du sport, le calendrier, tout ça, par exemple. Fait que quand j'ai la personne devant moi, c'est comme si ça venait avec comme tous ces anneaux-là autour d'elle. Fait que c'est pour ça que, mettons, moi, dans ma pratique, je peux parler aux parents parce que j'inclus parfois le système avec le consentement du jeune, là. Puis des fois, mettons, là, je le vois comme si... J'imagine le système systémique, c'est un petit peu comme... tu sais, mettons, en médecine, des fois, pour... là, je veux dire, je ne suis qu'externe, là, mais, tu sais, des fois, on essaie de regarder des pistes de... c'est peut-être ça le problème, c'est peut-être ça le problème. Est-ce que l'analyse systémique, c'est... peut-être que le problème de toi, ce serait la relation que tu as avec le fait que ton frère ait fait du sport ou la relation que tu as avec les règlements. Genre, dans le fond, on essaie de dépister un petit peu, puis jouer au détective, puis ensuite de régler cette relation-là que l'athlète aurait. Ouais. Ben, tu sais, c'est de voir, est-ce qu'il y a quelque chose comme, mettons, qui alimente, c'est encore là, je pense, aux frères. Ben, tu sais, peut-être qu'il n'ose pas le dire à ses parents qu'il y a vraiment de la peine que son frère, il continue à aller au karaté, puis lui, il peut pas. Mais c'est important que le jeune puisse le nommer, même si son frère va au karaté, par exemple. Fait que des fois, ça peut être comme aussi simple que ça. Sinon, ben, c'est encore là, tu sais, on considère le calendrier ou, tu sais, mettons, des fois, ils vont avoir des peurs que si je fais un sport collectif, quand je reviens de blessure, est-ce que je vais être benchée? Est-ce que je vais être sur le terrain? Fait que, à ce moment-là, ça peut être juste d'encourager le jeune à ben, demande-le à ton coach. C'est la meilleure façon de le savoir, c'est de le demander. Mais c'est effrayant de le demander. C'est correct que ce soit effrayant, mais c'est quoi le pire qui peut arriver? Qui va te donner une réponse. Puis au moins, tu vas être fixé, hein? Tu vas pouvoir dealer avec ça. Puis des fois, est-ce que des fois, c'est juste ça qu'on a besoin, justement, de... Ouais. Juste avoir des réponses. Mais c'est dur de demander, puis on peut avoir comme peur de. Mais tu sais, encore là, si le coach, juste parce que tu reviens de blessure, on te bench, puis que ça serait comme... C'est pas, je vais te donner le temps. Tu sais, mettons aussi, quand ils reviennent de blessure, un des trucs qui peut être important, c'est d'aller voir des matchs, juste pour reprendre le speed, la vitesse de jeu, parce que quand t'es comme en physio, tu fais des drills. C'est pas comme plein de monde qui court partout puis tout. Fait que, tu sais, peut-être que le premier match, je pense que je vais te mettre sur le banc, mais c'est parce que je veux que tu te réhabitues à la vitesse de jeu. OK. Ouais, ça fait du sens, finalement. que Mais, tu sais, quand tu te sentiras prête puis que ça fera du sens, là, on va te mettre sur le terrain. C'est de mettre le... Tu sais, puis juste ça a l'air simple, mais de mettre le point aussi, ça, c'est peut-être un peu moins simple. OK, c'est quoi le point? Qu'est-ce qui te dérange? Puis là, après ça, ben, tu le règles, tu poses une question ou tu le dis, tu fais... Ouais, c'est intéressant. Après, si l'entraîneur est comme répond pas, est plutôt je sais jamais comment dire en français, dismissive, là, tu sais, ben c'est sûr que je peux comprendre que tu as vraiment beaucoup d'anxiété à aller le demander, puis t'es pas face à quelqu'un qui peut t'aider. Fait qu'il y a-tu un coach adjoint, y a-tu une autre personne, puis c'est correct aussi de juste aller l'exprimer. Des fois, il y a des rencontres de début de saison, des fois, il y a des rencontres avec les parents. C'est important encore là, qu'on les entende, puis de parler. Là. Chouette. Bon. Merci beaucoup. Oui. Peut-être une petite dernière chose, là, dans le fond, une autre raison de voir un psychologue sportif ou peut-être un psychologue en général, là, ça serait, tu sais, si, mettons, le jeune qui s'est blessé, il décide que finalement, le sport, il veut plus le faire ou, tu sais, décide de mettre fin à sa carrière dans ce sport-là en particulier ou même en fin de carrière, ce serait aussi probablement une bonne raison là, d'avoir un certain accompagnement parce que c'est quand même un événement stressant dans la vie, là. Oui. Tu sais, c'est quelque chose qui fait partie de ta vie, peut-être que depuis 5 ans ou depuis que tu as 10 ans. Tu sais, ça fait longtemps, puis c'est un vide. C'est une perte. C'est comme une peine d'amour. Ah. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est comme une peine d'amour. C'est comme perdre un meilleur ami, puis tout ton horaire va changer, ton corps va changer aussi. Fait que c'est important, là, C'est pour ça qu'aussi, de plus en plus, avant... Il y a comme plusieurs années, des fois, les athlètes quittaient l'école pour se concentrer à 100% à leur sport, mais de plus en plus, on valorise la préparation après carrière.
on le voit peut-être plus sur le haut niveau, là, mais c'est... fait que ça va aider à réduire l'anxiété, mais ça reste qu'il y a comme... Tu sais, quand on va au party de Noël, puis on a un athlète, c'est quoi? Ah, puis tes compétitions, puis ci, puis ça, c'est comme quasiment la première chose qu'on va te parler. Puis là, ça va être quoi? C'est ce qui te définit dans le fond, puis là, tu perds ton identité. C'est ça. Fait que ça aussi, c'est quelque chose à considérer si on est proche de peut-être arrêter notre sport ou... Oui, puis de regarder, ben, tu sais, à part le sport, je suis qui comme personne, qu'est-ce que j'apprécie de moi. Si j'arrive pas à savoir qu'est-ce que j'apprécie de moi, ben, je peux demander aux gens autour de moi, là, puis on va redéfinir, là. Fait que, mettons, s'ils viennent me consulter, ben, tu sais, on va y aller un petit morceau par petit morceau. On va commencer par vivre le deuil, vivre qu'est-ce qu'on sent qu'on perd, faire peut-être un petit débrief sur, tu sais, qu'est-ce qui était le plus fier, qu'est-ce qui t'a trouvé le plus difficile, qu'est-ce que tu vas apporter avec toi, puis, tu sais, c'est quoi les choses qui t'intéressent en ce moment, vers quoi tu veux aller. Daphné, avec toute ton expérience dans ce milieu-là, tout ça, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais dire, tu sais, que ce soit aux athlètes, aux parents, aux coachs, aux physios, aux professionnels de la santé, n'importe quel message que tu aimerais comme avoir utilisé la plateforme pour passer ton message? Ben, si je vais plus dans une optique comme médecine du sport, ben c'est important d'offrir un espace pour écouter le jeune, qu'est-ce qui se passe, être présent pour lui. Si on sent mettons le parent qui exprime plus ses inquiétudes, à lui, ben, tu sais, faire la place avant pour ceux du jeune, puis après, ils peuvent exprimer ou exprimer à d'autres personnes ce qu'eux, ils sont en train de vivre. Puis après, les jeunes, de parler. Tu sais, à votre physio, si vous avez peur, si vous êtes inquiet, si vous n'êtes pas assez challengé, parler, parce qu'on peut pas le lire dans votre tête. Fait que, tu sais, il faut parler pour arriver à travailler ensemble. Puis, tu sais, vos émotions c'est valide. Puis si, justement, ça devient trop de la détresse, ça vous préoccupe trop, bien, allez chercher des ressources autour de vous, parlez à vos amis. Soyez pas seul là-dedans. OK. Fait que, conclusion, c'est normal de se sentir tout croche quand on se blesse puis qu'on peut plus faire notre sport. C'est normal de se sentir comme ça, de pleurer. C'est normal qu'il pleure dans votre bureau. C'est normal. C'est normal d'aller voir un psychologue sportif aussi. C'est pas... De plus en plus, ils en font. Aujourd'hui, on a des psychologues qui vont aux Jeux olympiques, aux Paralympiques, par Team Canada. C'est une ressource là si jamais quelqu'un a besoin. Avec la COVID aussi, ça a été de plus en plus parlé. C'est encore là, il y a des prêtres mentales qui peuvent vous épauler sur des choses plus concrètes sur le terrain, sur le sport. Puis les psys. Ouais. Ben, super. Un grand merci. Vraiment très apprécié. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode du Sideline. Si vous avez aimé l'épisode, je vous encourage vivement à liker, le partager, juste interagir parce que ça nous aide beaucoup. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez les écrire en commentaire et qui sait, peut-être que ça fera l'objet d'un futur podcast éventuellement.